Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente Amélie Boivin-Enfield et c'est moi qui aurai le grand bonheur cet après-midi d'animer cette table ronde « L'histoire en histoire ». Alors, si vous me permettez, je vais vous présenter mes invités de la journée. Alors, j'ai commencé juste à ma gauche, Emmanuelle Dufour. Alors, elle est détentrice d'une maîtrise en anthropologie, d'un doctorat en éducation par les arts qui croise sécurisation culturelle et bande dessinée. Tu es dessinatrice et conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion au Collège Annecy. Et c'est le Québec qui est né dans mon pays, qui est ta première BD solo. Bonjour Emmanuelle, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Je présente notre deuxième invité de la journée, Marc Tessier. Alors, il a débuté sa carrière en bande dessinée au Québec en 1987. En tant qu'éditeur, il a supervisé la publication de plus de 70 livres. Et en tant qu'auteur, il a publié chez plusieurs éditeurs et il est le scénariste et l'architecte du livre sur René Lévesque. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour Amélie, oui, ça va bien. Et le dernier invité de la journée, Christian Quesnel, auteur de bande dessinée, il a remporté le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec à 3 reprises. Il est l'illustrateur de Mégantic, Un train dans la nuit, qui a remporté un éco-fauve au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, le Grand Prix de la ville de Québec, BDS Causan 2022. Et sa pratique artistique s'inspire surtout de l'histoire. Bonjour Christian, ça va bien? Oui, allô, oui, ça va bien, merci. Et je commencerai avec Emmanuelle. Ton livre, je crois, est né du fait que tu as réalisé l'ampleur de ton ignorance à l'égard des Premières Nations du Québec. Et tu disais dans l'ouvrage que tu avais une certaine honte par rapport à ça. Je pense que c'est le point de départ du livre. Oui, c'est le point de départ du livre, du fil narratif, pas tellement de la démarche, parce qu'au moment de commencer la bande dessinée, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais avec les Premières Nations, mais oui, c'est un petit peu l'idée, je pense que le point d'éveil que plusieurs vont rencontrer, plusieurs Québécois, Québécoises vont rencontrer dans le système, c'est qu'un jour, finalement, pour plusieurs, ça fait quelques années, là, on se rend compte finalement que ce soit par les actualités, puis tout ça, qu'on connaît pas grand-chose, puis on se demande un peu, mais comment ça se fait, comment c'est possible, finalement, moi, dans mon cas, que j'avais presque 30 ans, puis que je connaissais absolument rien des premiers peuples du territoire qui m'avaient vu naître. Je pouvais parler de plein d'autres cultures, plein d'autres histoires coloniales, mais mon histoire coloniale, qui m'enseigne finalement les Premières Nations et les peuples autochtones, je ne la connaissais pas. Donc, c'était un petit peu, finalement, pour partir d'une amorce passible d'identification, que les gens disent « Ah, comme moi » ou « Ah non, moi, c'est différent ». Puis après ça, un peu retracer les différentes raisons, en fait. Donc, l'idée de la culpabilité coloniale, c'est d'en parler. C'est évidemment pas de faire la promotion de ça, au contraire, mais comme elle existe chez plusieurs, qu'elle est présente au cours des conférences que je faisais, puis tout ça, il y en était souvent question. Les gens en avaient besoin d'en parler. Plusieurs étaient même choqués d'avoir été tenus à distance de ces histoires-là. Donc, c'est un petit peu d'ouvrir le dialogue sur cette question-là. Et on se rend compte à quel point, dans nos cours d'histoire à l'école, on n'apprend pas grand-chose. En te lisant, là. Oui, ben c'est vrai. Depuis, à travers le livre, on voit différentes tranches. Donc, on peut dire quand même que ça s'est amélioré. Oui. On n'enseigne plus qu'est-ce qu'on voyait en 1930 et 50, heureusement. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais évidemment, il ne suffit pas d'ajouter quelque chose au système pour que ça soit enseigné. Il faut toujours penser aussi que ceux qui écrivent le manuel scolaire, les professeurs, sont aussi un produit d'un système, finalement. Donc, eux-mêmes ne sont pas nécessairement toujours à l'aise ou formés pour enseigner des sujets difficiles, comme par exemple les pensionnats autochtones. C'est quand même quelque chose de gros. Et peut-être dire, la bande dessinée ne visait pas à raconter l'histoire autochtone, mais un peu de se préparer justement à cette rencontre-là, à voir qu'est-ce que je connais pas, et surtout d'où me viennent ces informations que je crois connaître pour pouvoir mieux écouter par la suite les récits des Premières Nations. Bien, merci beaucoup, Emmanuelle. Et on va en reparler tantôt de tous ces gens que tu as rencontrés pour faire cette magnifique bande dessinée-là. J'irai avec Christian. La bande dessinée est née de l'essai de Anne-Marie Saint-Cyrini. Est-ce que c'est elle qui t'a approché ou c'est toi qui l'as approché parce que le sujet te préoccupait sur Mégantic, Un train dans la nuit? En fait, le sujet, je n'en connaissais pas plus que la plupart des gens. C'est pas un sujet je suis allé chercher l'information qui m'intéressait plus qu'un autre. C'est drôle parce que les albums, c'est ça, j'ai plusieurs albums en arrière, puis c'est un album qui emmène à un autre. Il y a des liens toujours entre les albums comme ça, c'est ça qui est intéressant. Anne-Marie Saint-Cyrini est allée chez le libraire Le Port de Tête, parce qu'avec David Murray, il avait décidé chez Éco-Société d'adapter l'essai en bande dessinée.
Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est arrivée justement chez un libraire, puis ça me permet de souligner le travail des libraires, qui est hyper important dans notre domaine. Complètement. Le libraire, il a mis dans les mains Félix Leclerc puis Ludwig. Puis elle a vu une scène dans Félix Leclerc où il y avait une scène de pêcheur, mais il y avait une évocation comme quoi que le pêcheur souffrait beaucoup, mais il y avait des mains. Puis dans les mains, il y avait le bateau, tout petit. Puis le pêcheur se sentait tout petit, pogné là-dedans. Puis il n'y avait pas une coulisse de sang, mais c'était une coulisse rouge. Le rouge, c'est la passion. Donc, ça s'écoulait dans les mains aussi. Fait qu'elle a vu un pouvoir évocateur de l'image. Elle a vu que j'étais capable de travailler là-dedans. Puis elle a vu que moi, je ne travaillais pas premier degré. Là, la violence, les morts dans la face des gens, là, non. Donc, je pouvais évoquer beaucoup de choses à partir des images, là. Donc, ici, on a justement dans Mégantic, là, les 4 carrés noirs, c'est pas une erreur du fichier, là, c'est 4 cases noires. La double planche précédente, c'est 4 personnages qui sont dans ces cases-là. Puis, ces 4 cases, avec les personnages dedans, se transforment en cases noires. Bon, on comprend justement que les personnes sont mortes. Donc, on n'a pas besoin de montrer des corps calcinés, rien de ça. On peut rester respectueux de notre sujet des gens, parce que c'est quand même proche Mégantic aussi. Puis le livre précédent aussi, j'ai travaillé sur « Vous avez détruit la beauté du monde », ça s'appelle. C'est un album qui parle de l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec depuis 1763. C'est une recherche universitaire aussi, 3 chercheurs de l'Université d'Ottawa. On a travaillé là-dessus. Eux autres, ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient là-dessus, puis justement, eux, ils ont vu Ludwig, le côté onirique, donc ils ont vu aussi la capacité. C'est vraiment, maintenant, c'est des gens qui m'approchent pour me proposer des projets. Moi, je veux plus scénariser de bande dessinée. Pourquoi? C'est trop de travail. Puis, je préfère me concentrer sur la narration en image. Quand on me dit « t'es l'illustrateur de », non, je suis pas l'illustrateur de Mégantic, je suis le narrateur en image de Mégantic. Ce qui dit beaucoup plus ce qui en dit beaucoup plus sur notre travail, qui est de créer un sens avec des images. Le lecteur, lui, fait le lien entre les images. Nous, on propose des cases, des images, puis ces cases-là créent un sens. Puis le lecteur est très, très capable de faire le lien entre les images, mais on peut évoquer beaucoup de choses comme ça. C'est une des grandes forces du médium de la bande dessinée, je trouve. Puis moi, j'aime jouer avec ça. D'ailleurs, je suis en train de faire un doctorat en bande dessinée là-dessus, justement. Est-ce que tu as hésité avant d'embarquer dans ce projet-là? Parce que c'était quand même un sujet qui était chaud. Beaucoup de gens en avaient entendu parler, puis on se demandait comment ça allait être traité en images. J'ai pas hésité longtemps. En fait, je fixe quand quelqu'un m'approche, j'ai 2-3 questions. OK, première question, est-ce que j'ai pleine liberté? Si la réponse c'est non, bon, on oublie ça. Puis c'est sûr que je demande la pleine liberté, mais en tout respect du travail de ceux avec qui je travaille, justement. Puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un financement qui vient avec, un budget? Là, il n'y en avait pas. Mais il y a une troisième question qui dit, c'est qui l'éditeur? Est-ce que l'éditeur, c'est un éditeur important, avec qui on peut travailler, avec qui, justement, on peut aller chercher des fonds et tout ça? Puis Éco-Société, c'est un éditeur que je respecte énormément. Puis je respectais avant de les connaître, puis je respecte encore plus maintenant que je les connais. Puis c'est les questions principales que je me pose. Puis on est allé chercher du financement après, puis on a pu faire le projet assez rapidement. Là. Je veux dire, en l'espace de 10 mois après que j'ai rencontré Anne-Marie Saint-Cerny pour la première fois, j'étais déjà en train de produire les planches. Wow! Le projet a été financé, puis tout ça. Le timing était parfait. Là. Si Anne-Marie, c'est une madame pour moi, c'est une madame qui est venue me voir dans un salon du livre, c'était à Gatineau. Puis, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, il y a une madame qui veut te voir », mais ça arrive souvent dans notre métier où des gens veulent nous proposer des histoires, des choses comme ça. Puis là, je me suis dit « Bon, 9 fois sur 10, c'est juste pas là. Je suis juste pas là. » C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, tu sais. Mais elle, c'était vraiment sérieux. Quand elle a répondu à mes questions, puis c'était vraiment... J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit on va prendre nos coordonnées, puis on va continuer on va pas continuer la conversation, mais on va explorer comment qu'on va le faire, comment qu'on va le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Christian. Et j'irai avec toi, Marc, dans le cas de René Lévesque, est-ce que la bande dessinée est née du fait que tu étais un grand passionné de René Lévesque? Comment tu fais le choix des sujets que tu vas prendre? Parce que tu as aussi fait récemment Cyrus. OK. Ben, c'est une grande question, hein? Ben c'est ça. Je travaillais avec Cyrus sur l'album sur le pain de Jean Dallaire. Puis un moment donné, ben, le temps, ça a pris 8 ans. Quand on a commencé jusqu'à la fin. Fait qu'à un moment donné, j'avais un temps que les scénarios étaient écrits, on a fait le découpage ensemble, puis là, j'attendais après lui. Je dis, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? On a juste des exemples de documents d'époque qu'on voit qu'on a reproduit le peintre en arrière. Fait que là, j'ai commencé, c'est parce que j'avais donné à ma classe d'étudiants à l'UQO en scénarisation la contrainte de mettre le fantôme de René Lévesque dans le récit d'un projet. Puis à partir de là, je ne connais pas vraiment René Lévesque.
Fait que j'ai dit, je vais lire sur l'été. Puis en commençant durant l'été à faire ma recherche, j'ai vu des séquences visuelles de bande dessinée exactement comme ça s'est retrouvé dans le livre plus tard. Puis je disais, hey, c'est fantastique, il a une vie fantastique. Toute sa période journaliste, tout ce qu'il a fait, il est à la Deuxième Guerre mondiale, il rentre dans un camp de concentration. Puis je dis, il y avait 20 ans, c'était un impact qui l'a sûrement marqué pour que ça fasse qu'il soit tourné vers les gens, plus un humaniste. Fait que là, je disais, c'est fantastique. Fait que j'ai dit, puis là, je voyais vraiment un projet, puis plus j'avançais, parce que moi, je suis vraiment visuel. Tu sais, on parle de scénariste, mais moi, j'écris des scénarios avec tout le découpage, parce que comme Christian, moi, c'est la mise en image, le montage, la suite des images, c'est ça qui est le fun dans bande dessinée. Fait que là, je voyais tout ça, puis j'ai dit, bon, ben, j'ai fait une première demande de bourse pour continuer la recherche, puis je l'ai eu. Puis après ça, j'ai fait une demande de bourse pour les artistes, pour qu'ils soient payés pendant qu'ils faisaient des chapitres. Fait que ça a marché, puis ça a pris 5 ans. Tu parles de recherche, je serais curieux de vous entendre sur la recherche que ça prend pour faire des bandes dessinées historiques comme celle-là. Ça doit prendre un temps épouvantable de recherche avant de commencer à faire la bande dessinée. Est-ce que tu peux commencer, Marc? Parce que dans ton cas, toi, quand on lit René Lévesque, là, on a vraiment l'impression que René Lévesque nous parle. On a vraiment l'impression que c'est lui qui parle. Quand on te lit tellement que tes recherches ont été faites de façon très minutieuse. Ça, c'était ma contrainte. Parce que j'ai déjà fait un exercice où j'ai fait parler Pellan puis Bordua, mais j'ai pris des choses qu'ils ont dit. Fait que pour René Lévesque, je me suis dit, j'aimerais ça que ça soit les paroles de René Lévesque. Fait que dans ma recherche, à chaque fois qu'il parlait, je prenais ça en note, j'avais un fichier, puis chaque chapitre, j'avais toutes des paroles qu'il disait sur le thème. Fait que ça m'a permis de faire parler René Lévesque avec ses vrais mots. Fait que c'était important parce que, vu que c'est un personnage historique comme ça, je pouvais pas comme inventer puis mettre des affaires dans la bouche. Bon, des fois, il y a des passages dans des séquences que j'avais pas le choix, mais c'était l'important, je pense qu'à 90%, c'est René Lévesque qui parle. Mais pour la recherche, pour Dallaire, on a interviewé des gens qui l'ont connu, ses fils, tout ça, des peintres qui ont étudié avec lui. Fait que c'était toute une autre affaire. Pour Lévesque, ben, je voulais pas parler à des politiciens parce que c'était pas un livre politique, c'était plus un livre, c'est qui cet être humain-là. Fait que là, ça a été plus une recherche sur le terrain, fouillée dans les journaux. Je me suis dit, il fallait que j'aille 4 sources qui confirment chaque chose dans le livre. T'sais. Fait que fallait que fait que là, j'ai une pile de livres là, de René Lévesque que je vais aller vendre usagés, là, parce que j'en ai plus de besoin. Fait que c'est un petit peu comme ça, là. D'accord. Dans ton cas, toi, Christian, est-ce qu'Anne-Marie avait toute fait la recherche ou il en restait encore à faire, toi, pour arriver à faire les illustrations? La plupart de la recherche avait été faite. Mais tu vois, il y a des choses comme à un moment donné, il y a un incendie qui commence dans la locomotive. Anne-Marie, elle savait pas où il commençait l'incendie. Moi, j'avais de la boucane à faire sortir d'une cheminée quelque part. Là. Fait que elle m'a mis en contact avec Richard Labrie, qui est un des personnages dans le livre. Tu sais, ça, c'est curieux parce que le mur est complètement, il tombe. Là. On est en lien avec les personnages du livre. Puis ça l'a aidé. Mais par contre, tu vois, là, je travaille avec sur un livre tout seul, à le scénariser, mais je fais la recherche sur Dédé Fortin. Puis ce livre-là, bon, il va sortir dans 1 an, mais j'ai le tiers de fait. Mais la recherche, elle est énorme. Puis la recherche, c'est pas juste documentaire, c'est aussi aller sur les lieux. Comme je suis allé, là, vous allez trouver morbide, mais c'est vraiment des sujets j'essaie de couvrir tous les aspects d'un sujet. Puis je suis allé dans l'appartement ici au coin de Rachel Saint-André, où André Fortin s'est enlevé la vie, pour voir le lieu, voir comment c'était configuré, pour mettre en scène, en fait, pour voir la configuration du lieu pour justement l'illustrer de façon adéquate. Est-ce que tu prends des photos à ce moment-là pour après pouvoir les réutiliser pour bien le décrire quand tu vas faire la bande dessinée? Je prends des photos. L'appartement a passé au feu, puis la configuration a changé un peu. OK. Mais Normand, Renaud Joly, qui était le directeur de tournée des colocs à l'époque, c'est lui qui a trouvé le corps. Il est rentré par la fenêtre de la cuisine. Bon, j'ai vu la fenêtre de la cuisine, par où il est rentré. Donc, j'avais une idée des lieux, parce qu'on peut nous raconter, mais veut pas. Quand quelqu'un nous raconte une histoire, on crée nos propres images aussi. De voir le lieu même, ça permettait, puis aussi de voir les angles, parce que moi, je veux faire sortir la caméra par la fenêtre aussi, à un moment donné, pour justement aérer un peu le récit, pour pas que ce soit trop lourd. Puis on voit j'ai pu prendre des photos en haut c'était au 2e étage, donc je documente tout comme ça. Ça me permet vraiment, j'ai toujours fait ça, cette approche-là. Je suis allé à Mégantic 2 fois, 3 fois. C'est sûr que le livre sur Vous avez détruit la beauté du monde sur le suicide, là, c'était 800 pages de dossiers de coroner avec photos. Fait que j'ai vraiment passé à travers des photos épouvantables, puis j'étais un peu comme l'éponge entre
les archives du coroner et le lecteur. C'est pour ça qu'ils m'ont engagé, dans le fond. Fait que je vais vraiment au fond des choses. Ça, c'est peut-être le plus dur que j'ai fait. Mais tu vois, j'ai travaillé aussi sur Ludwig, sur Beethoven. Je connaissais tout sur Beethoven. Mais j'ai créé un personnage un peu comme si c'était une star heavy metal aujourd'hui, mais c'est Beethoven. Puis un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est, on dirait, un vrai Beethoven un peu punk, un peu introverti, tout ça. Fait que c'est le fun parce que quand on connaît le sujet, à partir de là, on peut rester vrai tout en s'éloignant esthétiquement du sujet en question. Dans ton cas, toi, Emmanuel, est-ce que ça a demandé beaucoup de recherche? Puis tu rencontres beaucoup de gens dans l'ouvrage. Est-ce que ça a été dur de convaincre ces gens-là? Bien, en fait, je dirais, le projet a duré environ 5 ans, là, mais pas à temps complet. Mais en fait, c'est la composante principale de mon doctorat. Donc, c'était une recherche-création du début à la fin. Fait que oui, mais il n'y a jamais eu de scénario, en fait, à cette bande dessinée-là, parce que, en recherche-création, il y a plusieurs types de recherche-création. On peut faire, par exemple, la représentation créative de données de recherche. Donc, dans le cas, par exemple, on vient de lancer la bande dessinée Odibi, Voyage dans l'histoire Anishinaabe du Lac-Simon. On a fait une recherche, puis on l'a dessinée. Mais c'est le Québec qui, dans mon pays, c'était vraiment... il y avait différents, donc la recherche pour la création pour la recherche. Puis comme il y avait un côté réflexif très fort là, au niveau de revisiter mes images, une recherche archivistique, en parler à différentes étapes avec... c'est une co-création également. On est une 50aine de contributeurs autochtones et non autochtones qui ont participé de différentes façons, là, avec des invitations ouvertes. On passe d'un prêt d'un souvenir commun, d'une évocation d'un souvenir qui leur appartient, toujours avec consentement, tout ça. Donc, je dirais qu'il y avait une grosse recherche au niveau de la reconstruction de l'histoire orale, d'une histoire récente, de mon histoire, de l'histoire archivistique, puis tout ça, mais également sur la méthode, sur l'emploi, parce que moi, en fait, ma formation, c'est en anthropologie. Donc, la grande majorité de ces gens-là, déjà, c'était des amis ou des collègues, c'était des gens que je connaissais déjà. Donc, au niveau de l'approche, ça n'a pas été un problème. Peut-être de leur dire, cette fois-ci, je vais vous dessiner plutôt que d'écrire un texte scientifique. Il y en a qui étaient comme, « Ah, tu dessines? » Non, mais... l'idée, c'était de décloisonner les résultats de recherche d'abord sur la sécurisation culturelle des étudiants autochtones. Mais à mesure que je dessinais, ça donnait le 5e chapitre. Je me disais, mais la question du qui raconte est importante. Je ne suis pas une étudiante autochtone. Je ne suis même pas une prof qui travaille au quotidien dans une communauté. Fait que je voulais seulement me positionner à travers un petit chapitre. Puis finalement, c'est ça qui est devenu le plus gros de la bande dessinée. Mais ça s'est vraiment fait de façon inductive. Là, je parlais avec quelqu'un, je montrais des planches, par exemple, à mon amie Anna, qui est prof d'Anishinaabe. Puis là, elle reconnaissait, parce que j'utilisais beaucoup d'archives, elle reconnaissait une image, par exemple, la crise d'Oka. Puis là, de là, elle me racontait un souvenir. Puis elle me disait, « Ah, tu devrais mettre ça, Fait que ça s'est vraiment construit comme ça, comme un collage. Et les pages ont été remaniées souvent quand je suis arrivée avec Éco-Société, on a fait des ajustements puis tout ça, mais donc c'est comme un processus différent, mais la recherche a comme jamais arrêté. Un jour, il a fallu arrêter parce que là, de plus en plus, c'était comme une boule de neige qu'on poussait sur la neige qui devenait comme un monstre. Là, à un moment donné, il fallait aussi que je finisse mon doctorat, là, donc il fallait que... Mais il y avait plein d'autres personnes qui étaient comme « Hey, moi aussi, j'ai des choses à dire. » C'était... Fait qu'au niveau dialogique, là, au niveau c'était vraiment une belle célébration comme des relations qui avaient été bâties depuis 10 ans. Puis c'était aussi, il y avait un aspect comme thérapeutique d'aller revisiter certains angles morts, même pour moi. Là, même, ça faisait longtemps que je travaillais avec les Premières Nations, mais il y avait un petit malaise qui restait par rapport à tout ça. Puis, dans l'académie, on n'a pas toujours l'occasion d'aller parler de comment on se sent, puis tout ça. Fait que, ça a été vraiment... Est-ce que ça a été libérateur pour toi de faire ce livre-là? Oui, ça a comme placé des choses. Puis même pour, mon public de base, c'était les personnes allochtones, comme je parlais un petit peu de préparer à la rencontre. À l'époque, quand j'ai commencé, on parlait beaucoup moins des peuples autochtones. Là, maintenant, on en parle quand même beaucoup plus. Mais finalement, c'était beau de voir comment les participants autochtones étaient fiers de ça, puis eux, ils voyaient autre chose. Comme j'ai une des contributrices qui me disait « Aïe, c'est fou », elle lisait mon témoignage de comment moi j'ai vécu la crise d'Oka comme un enfant de 10 ans qui comprenait absolument rien, comme personne d'autre autour de moi, Puis elle disait « C'est fou, moi j'habitais aussi en Rive-Sud à la même époque, puis j'en reviens pas comment qu'on a vécu ça autrement. » Fait que c'était pas mon but de lui dire il faut vraiment que je te raconte comment moi j'ai vécu. Et d'ailleurs, je m'utilise comme exemple, mais l'idée, c'est pas de parler d'Emmanuel, c'est de parler, c'est aussi l'histoire d'un système. Donc, c'est l'histoire qui ressemble, c'est celle de milliers de Québécois par rapport à la non-rencontre. Et on a aussi la version autochtone, aussi comment une jeune autochtone l'a vécu, elle aussi, quand elle était à l'école. Oui, mais c'était l'idée de parler de cette même sphère-là qui est comme la non-rencontre à l'intérieur de ce système-là, mais avec différents éclairages, différentes perspectives à travers de leur expérience. Chacun parle de son point de vue. Fait que ça crée comme une sorte de dialogue. Puis comme Christian disait tout à l'heure, il y a un côté très participatif à la bande dessinée. C'est un récit séquentiel, il y a beaucoup de trous. Fait qu'il y a beaucoup de place pour la participation du lecteur qui
procède un petit peu à la même exercice par la lecture, tu sais, par identification. Ah oui, comme moi, ou ah, moi, c'est différent. Puis on réfléchit à ça, on pose le livre, on y pense. Puis tu sais, c'est un petit peu ça. Le but, c'était pas de le centrer autour de ma personne, évidemment. Puis c'est un procédé qui est beaucoup utilisé, là, tu sais, en bande dessinée. J'ai rien inventé. Oui, Christian? Je veux juste ajouter quelque chose sur qu'est-ce que vient de dire Emmanuel par rapport à la confiance. Parce que nous aussi, il a fallu, avec Mégantic, aller chercher la confiance de ces gens-là qui nous ont prêté des photos. Je pense à Jean Clusio, là. Sa fille Cathy, dans le livre, moi, c'est le personnage qui m'a le plus touché parce que c'est la personne qui m'a le plus touché. Vous voyez, je dis personnage, mais c'est une personne. Puis c'est un film sur un iPhone là, qu'ils ont filmé. Puis elle chantait pour son père une chanson d'Elvis. Puis je la voyais chanter toute pleine de vie. C'était à Pâques, juste avant l'explosion, quelques semaines avant. Fait que c'était une jeune femme qu'on peut connaître, une voisine, une nièce, une amie. Je veux dire, était très commune, en fait, quelque part. Puis moi, je me suis beaucoup reconnu là-dedans. Je voyais ma nièce, en fait, là-dedans. Puis ça m'a beaucoup... c'est ça qui a été le focus pour garder le respect. Puis c'est ça, le respect, c'est le mot-clé, je pense, dans le travail, parce qu'on travaille sur des sujets qui sont humains, qui sont près de nous. Je veux dire, Dédé Fortin aussi, moi, je les connais pas depuis des années, puis il a fallu que j'installe une relation de confiance avec les gens. Puis, je veux dire, sa dernière blonde, en fait, est venue chez moi. Puis elle m'a montré les lettres qui avaient été déchirées par André, genre le jour de la veille de son suicide, tout ça. Puis là-dedans, la police y avait remis une lettre, puis c'était une lettre, c'était écrit au jeu. Fait que c'est la première fois là, qu'elle les montrait, ces lettres-là. Donc, c'est quand même, c'est un grand privilège, mais c'était aussi une grande responsabilité, après ça, de sortir ça, de sortir le jus à travers le médium de la bande dessinée. Et moi, je serais curieuse de vous entendre à savoir justement comment on choisit qu'est-ce qu'on met ou pas dans la bande dessinée. Dans ton cas, toi, Marc, il y a des choses sur René Lévesque qu'on ne retrouve pas dans la bande dessinée. Tu as dû faire des choix, entre autres le référendum, on n'en parle presque pas dans l'ouvrage. La nuit des longs couteaux, je pense que c'est une réponse, parce que le référendum, c'était trop Peux-tu mettre ton micro proche de ta OK, ouais, c'est vrai. Mais, parce que moi, je l'ai vécu, le référendum, j'avais 18 ans, puis j'ai voté, puis j'étais à Jonquière. Fait que j'ai vu les conséquences. Tu sais, c'était tout, dans le fond, les gens qui ont voté pour le référendum, pour le Parti québécois, c'était la jeunesse de l'époque. Puis il y avait quelque chose dans là qui enflammait un rêve, quelque chose, construire quelque chose. Puis dans ce temps-là, c'était pas le deuxième référendum qui était plus axé sur l'économie pour sécuriser les gens. C'était plus construire quelque chose. Les artistes étaient impliqués, tout ça. Il y avait quelque chose, il y avait une vision, le fun. Fait que ça a été une déception. Puis je pense qu'on a encore de la misère à s'en remettre, tu sais. Fait que, mais pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est comme si je voulais passer 10 ans là-dessus, il fallait que je fasse des choix. Ben oui, c'est ça, mais comment on fait les choix? Ça doit être déchirant à certains moments, non? C'est instinctif. Ah oui, OK. Je pense que c'est comme le métier. Là, quand ça fait longtemps que tu fais ça, ben tu te fais confiance. Puis à un moment donné, les choix, ils apparaissent par eux autres mêmes en le construisant. T'sais. Parce que dans ma demande initiale, j'avais une couple de chapitres qui étaient différents, mais aussi c'est le contact avec les artistes. Il y a des artistes qui m'ont suggéré des choses. Puis il y a des artistes qui sont venus, je veux participer. Fait que là, il a fallu, OK, comme Christian, il dit, je veux participer, je veux faire quelque chose. René Lévesque commande, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que Christian pourrait faire? Puis l'élection du PQ, ça va être génial. Puis là, Christian a dit, en couleur, OK, on y va en couleur parce que c'est coloré, c'est un moment important, c'est le fun, c'est une célébration. Fait que la couleur amenait un élément dramatique de plus. Mais c'est ça, c'est des choix. Là. C'est plus l'instinct, puis se faire confiance, mais... Puis je trouvais que la forme, en faisant des histoires complètes, puis en les mettant dans une chronologie du temps, bien, ça m'a... Puis, comme les gens disent, c'est garder l'intégrité de René Lévesque. Moi, j'étais là, puis des fois, certains artistes, ils voulaient mettre des affaires, puis ça marchait pas. Je dis non, ça marche pas. Là. Toi, tu arrives là, tu penses pas dans le contexte de tout l'album. Fait que là, il fallait que j'y ramène. Non, on fait pas ça. T'sais. Mais ça a dû être difficile de collaborer avec autant d'illustrateurs? Ben, tu sais, n'importe quel collectif, moi, ça en fait plusieurs que je fais, puis à chaque fois, je dis, je veux plus jamais faire ça. Puis après quelques années, parce que c'est le fun de travailler avec tout ce monde-là, puis il y a quelque chose d'une énergie là, qui passe, puis j'aime ça, mais après, il faut que je laisse du temps passer, puis je fasse des projets solo avec d'autres personnes plus calmes, là. C'est ça. Et le choix des illustrateurs, c'est toi qui les as approchés? Comme tu dis dans le cas de Christian, c'est lui qui t'a approché. J'ai mis le pied dans la porte. En fait, on enseignait tous les deux. On était chargés de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Puis on avait un genre de 15 minutes avant. Hein, puis on a commencé à parler des projets. Puis là, je dis, hey, comment je fais pour participer à ça? Ben ça, il est rentré, il a fermé la porte, puis il l'a barré, puis il dit, comment je fais pour participer à ça? Non, là, je niaise, là. C'est drôle parce que je dirigeais des collectifs auparavant aussi, puis je me suis découragé.
plus jamais. Mais il y en a un qui n'a pas vu le jour. C'était un collectif sur le peintre Jean Dallaire. Puis c'est à partir de là que l'idée est Pour comme... vrai? Oui. Wow. C'est avec Cyrus. Cyrus devait participer au collectif. Ouais. Puis moi j'allais faire une BD sur... mon projet, pour son projet, c'était de faire ça sur Cyrus. Parce que je trouvais qu'il ressemblait dans son cheminement à Jean Dallaire, tu sais. Fait que, tu vois, des années plus tard, ouais. C'est intéressant. Et moi, je serais curieuse, justement, de t'entendre, Emmanuel, toi, justement, sur le choix. Qu'est-ce qui allait être dans la BD, qu'est-ce qui allait pas être dans la BD? Bien, tu sais, comme je disais au départ, c'était vraiment juste de faire de la vulgarisation graphique. Tu sais, après ça, il y a la question identitaire. Fait que j'ai reparti du départ, tu sais, j'ai reparti de, bon, quand je suis née, où je suis née, pourquoi, comment qu'il y avait personne, aucune personne. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait d'un jet mon récit d'abord, puis ensuite, comme je disais, en invitant différentes personnes. Tu sais, parce que l'idée, c'était aussi j'avais envie que mon père, ma mère, les enseignants, tous ceux, tu sais, qui ont envie puissent avoir accès à ces rencontres-là qui m'ont vraiment transformée. Mm-hmm. Tu sais, quand j'ai commencé ma maîtrise, je connaissais aucune personne autochtone, je connaissais absolument rien, puis ça m'a le temps de travailler avec eux, puis de faire ma maîtrise, mais aussi de travailler dans le domaine, ça a tellement changé mes perspectives. Puis souvent, je me ramassais dans des conversations avec des gens, puis je me disais, c'est tellement dommage qu'elle n'ait pas rencontré Anna ou à Prudence. Fait que je me disais, je voulais donner la parole, puis tu sais, quand on parlait tantôt de reprendre les termes, quand vous parliez de reprendre les termes exacts, moi aussi, je trouvais ça vraiment important d'avoir des citations, des mots qu'ils choisissent eux-mêmes pour se raconter leur histoire. Donc, je leur ai montré de différentes façons, comme je dis, mais plusieurs. On regardait la bande dessinée qui était juste mon récit, puis ils réagissaient, puis ils amenaient là où ils voulaient, tant pour les personnes autochtones qu'allochtones. Puis ça s'est avéré que finalement, presque tous les participants allochtones, sans que je les dirige vers là, parlaient de mes connaissances, de malaise, de honte, et les personnes autochtones exprimaient des trucs sur... les conséquences, finalement, du système colonial, du racisme systémique. Mais tu sais, c'est pas... Je suis juste partie de mon histoire à titre, finalement, d'exemple, pour permettre à ouvrir la discussion. Les choix, c'était... Tu sais, il y avait des personnes que je savais de façon évidente que je veux vraiment que telle personne participe, parce que, tu sais, c'est des personnes que j'aime, que j'admire, que je trouve qu'ils ont quelque chose à dire, tu sais, mais c'est juste des petites fenêtres expérientielles, mais tu sais... que j'avais comme envie, tu sais, de leur donner ça. Puis il y a d'autres personnes, c'était par exemple, parce que la BD a duré 5 ans, fait que souvent, il y avait des expositions où j'allais dans des endroits puis on présentait les planches là où elles étaient rendues. Puis là, par exemple, une fois, quelqu'un dans la salle qui réagit puis qui fait un témoignage, par exemple, Maria qui... non, c'est pas Maria, mais bref, à qui dit moi, je viens de la Colombie, puis quand j'entends parler de la réconciliation, vu que je viens d'arriver, je me demande comment je dois me placer, puis ça, puis qui fait un témoignage, puis je me dis, wow, j'avais pas pensé à cet angle-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que plus tard, je me demande, ça te tente du tout aussi. Envoie-moi une photo, puis tu sais, fait que il y a les deux un petit peu. Il y avait des gens ciblés, il y a des trucs plus intuitifs, inductifs, c'est un peu comme la rencontre, tu sais, quand on rencontre des gens, t'as pas toujours ta liste, c'est pas précis, c'est que tu rencontres, que ça mène à autre chose, ça débouche des portes qui se débouche. Mais le choix, ça a été un jour de dire, bon, c'est fini. Parce que ça pourrait ne jamais être fini. Ça peut ne pas jamais s'arrêter. Oui, là. c'est ça, voilà. C'est ça. Un jour, il faut que ça finisse Bon, pour mais mieux tu recommencer. le portes, le projet en toi, fait que ça devient lourd si tu le gardes trop longtemps en toi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme un accouchement, il faut que ça sorte, puis ça prenne vie, ça sorte dans les gens, puis les gens interagissent avec. Fait que ça, c'est important, parce qu'il y en a qui sont pas capables, ils ont de la misère à lâcher, mais ça fait tellement du bien quand il est fini, là. Christian, dans ton cas, toi, comment ça fonctionne, le choix de ce que tu vas mettre ou pas dans une bande dessinée? Dans le cas de Mégantic, Un train dans la nuit, est-ce que c'est avec Anne-Marie que tu t'es assis, OK, ce passage-là doit absolument être dans le livre? Ou... Parce qu'il faut faire des choix, parce qu'une bande dessinée, ça coûte quand même assez cher, puis on peut pas tout mettre, ce qu'on trouvait dans l'essai d'Anne-Marie, là. Bien, c'est ça. C'est de faire passer un essai de 300 quelques pages à une bande dessinée de 90. En fait, on a beaucoup travaillé. C'est David Murray qui est la clé là-dedans. Parce que David, qui travaille chez Éco-Société, qui est un des deux directeurs avec Barbara, un des deux directeurs littéraires, il nous a fait, comment je peux dire, il nous a challengé. Puis il a surtout challengé Anne-Marie, parce qu'Anne-Marie voulait tout dire avec 8, 9 narrateurs différents, puis ça devenait vraiment... on comprenait rien, en fait. Il y avait beaucoup de bruit. Puis il a réussi, avec Anne-Marie, à ramener ça à quelques narrateurs. Puis Anne-Marie est arrivée, puis c'est une des grandes qualités d'Anne-Marie, elle m'a fait confiance. Elle a fait confiance au médium, puis elle m'a fait confiance. Elle est arrivée avec des doubles pages, des 8,5, 11, puis elle a mis des sujets qu'elle voulait parler.
Puis à partir de là, moi, j'ai justement fait la narration en images à partir de là. J'ai fait le découpage. Puis après ça, j'ai fait les illustrations finales, puis il est arrivé avec le texte, parce qu'elle me disait, grosso modo, ben là, il va y avoir pas mal plus de texte que là, parce qu'on oublie souvent, mais il y a l'image à créer, mais le phylactère fait partie, il participe à la composition. Donc, il faut en tenir compte dans l'équilibre des images. Donc, elle me disait, bon, j'aurai pas mal de 2-3 phrases là, puis bon. Puis à un moment donné, on a coupé dans le texte, mais à un moment donné, on pouvait pas couper plus dans le texte. Vers la fin, on a rajouté 4 planches aussi pour justement laisser le texte couler un peu plus. Puis tu vois ici, là, il y a beaucoup de données techniques, puis il a fallu trouver des stratégies au niveau des narrateurs. Tout ce qui est technique, en fait, c'est ce que vous voyez de jaune-orange, les vignettes, là, c'est toutes les données techniques qui séparent la narration du reste du livre. Puis les phylactères, bon, ben des fois, moi j'ai trouvé le truc de créer des phylactères de couleur. Comme ça, tu vois ici, là, on voit juste Harding qui parle au téléphone, mais c'est l'opérateur qui est à l'autre bout qu'on voit pas. Mais le phylactère de telle couleur est associé à l'autre personnage qui parle, donc on comprend tout de suite. Le lecteur est capable de faire des liens comme ça. Mais je réponds pas à ta question où est-ce qu'on coupe. C'est simplement... Tu as un peu répondu en disant qu'Anne-Marie avait déjà fait une sélection de ce qu'elle voulait avoir dans la bande dessinée. Il y a regarder le scénario de très proche, mais aussi des fois de t'en éloigner, puis de voir le fil rouge. Où est-ce que le fil rouge s'enfarge? C'est vraiment à partir de là, OK, ça. Des fois, c'est pas de couper la scène. Des fois, c'est juste de la déplacer ailleurs. C'est Mégantic, c'est plus difficile parce que c'est très chronologique. Mais il y a d'autres fois, comme je me souviens avec Félix Leclerc, avec les Éditions de l'Homme, on avait déplacé 2 planches au début vers la fin, puis ça coulait vraiment mieux. Très intéressant. Et moi, je serais curieuse de savoir le fait que vous travaillez beaucoup dans le domaine de l'histoire, d'informer les gens. Est-ce que c'est ça votre but premier, de faire des bandes dessinées historiques dans le but d'informer la population sur des sujets qu'on connaît peu ou qu'on pense connaître, mais que finalement, on ne connaît pas tant que ça? Non? Non? Pour moi, c'est des histoires de passion. Parce que si tu veux t'investir des années de temps dans quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. L'argent, ça peut pas être ton motivateur principal. Il faut que ce soit d'autres choses qui viennent te chercher, puis tu as vraiment envie de raconter. Puis comme j'ai parlé de René Lévesque, je l'ai dit un petit peu, mais à cette époque-là, mon père, je l'ai même interviewé, puis il est décédé 1 an après. Puis mon père, quand j'étais petit, me faisait penser à René Lévesque. Puis en faisant ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait des valeurs similaires, puis c'était pas pour rien qu'il me faisait penser à lui. Fait que je pensais à mon père en faisant René Lévesque. Fait qu'il y a toute une implication personnelle qu'il faut. Sinon, c'est ça qui distingue d'un album purement commercial puis un album il y a des convictions, il y a de la passion. Toi, dans ton cas, Christian, parce que souvent, je le disais tantôt dans ton introduction, souvent, tu vas faire des bandes dessinées historiques ou basées sur des faits réels. Moi, c'est pur intérêt personnel, c'est très nombriliste. Là. J'adore ça. Tant mieux. J'adore ça depuis que je suis enfant. Mais comme Anne-Marie, elle avait un but, là. Elle avait un but de sensibiliser les gens par rapport à ce qui s'était passé puis qu'est-ce qui continue de se passer. Pour Mégantic, pour le suicide, en fait, les gens voulaient faire connaître les fruits de leur recherche, mais en abordant le sujet de façon où ce que les gens, ça pouvait être vraiment reçu de façon adéquate et non pas trop choquante. Mais moi, j'ai pas de... En fait, moi, quand je travaille sur un projet, je veux me rapprocher le plus possible du sujet, vraiment le plus possible. Je reviens à Dédé Fortin parce que je suis là-dedans. C'est vraiment... Je suis devenu ami avec les amis d'André. Fait que c'est quelque chose de... C'est dur à expliquer, mais il n'y a plus de distance par rapport au sujet. On participe, puis j'essaie de pas trop aller de ce côté-là, pour pas influencer justement la parole de ces gens-là. Mais quand on te confie des lettres, puis justement, comme vous deux, je l'ai pas dit, mais vous deux, vous l'avez dit, moi, j'aime beaucoup faire parler aussi les personnes. Puis les lettres d'André sont tellement belles que je vais les mettre dans le récit de bande dessinée. Mais ça demande une confiance, encore une fois, de la part des gens. Complètement. Mais là, tu parles d'émotion aussi. C'est comme si toi, tu deviens impliqué émotionnellement. Quelque part, tu vas impliquer le lecteur ou c'est émotionnellement dans ton récit? C'est tout à fait ça. Je pense que quand je suis à la table à dessin et puis je suis en train de dessiner, je ne sais pas moi, Harding qui souffre, si vous me prenez en photo à ce moment-là, dans ma face, j'ai la même expression. Je veux dire, j'exprime sur la table à dessin ce que je veux que le lecteur ressente, en fait. C'est dur d'être fake par rapport à ça. Il faut que tu sois authentique avec ça. Moi, je dirais que c'est plus d'allumer une petite lumière de chevet ou d'ouvrir le rideau. Tu sais, je raconte... Tu sais, je pensais, j'ai fait une courte BD sur l'aide médicale à mourir aussi. Tu sais, c'est juste, finalement, de...
C'est ça, juste un petit clic, une petite fenêtre expérientielle, puis après ça, ben les gens pourront aller creuser, puis ça, puis je travaille en ce moment même, je travaille pas juste en bande dessinée, tu sais, on travaille sur un projet multimédia en ce moment, puis qui est basé vraiment sur les récits de vie, je pense, les récits de vie en général, puis d'ouvrir, de mettre un petit éclairage sur des réalités qui sont pas connues, mais je me sens pas toujours comme la porteuse de l'histoire, j'ai plus envie je pense que je m'intéresse plus aux relations qu'à l'histoire, tu sais, de la relation vers cette histoire ou d'impliquer les gens dans ces histoires-là, tu sais, le plus possible. Je pense que c'est ces questions-là qui m'intéressent plus que d'être celle qui raconte. Ouais. Ben pour l'instant. Je ne dis pas une longue carrière comme vous, mais dans mon travail en général. Et tantôt, tu disais, Marc, toi, tu y vas avec quelque chose qui t'interpelle, qui te passionne. Comment se fait le choix de la personne que vous allez mettre en vitrine? Dont on parlait de Dallaire, on parlait de René Lévesque. Comment on fait le choix, sachant qu'on va passer des années, voire des mois sur un sujet? Comment on le choisit? Bien, on sait. OK, on sait, c'est comme Cyrus, il me vient me parler. Là, je savais qu'est-ce qu'on fait comme projet, tu sais. Puis là, Cyrus, il me parle de la corridor. Puis je ne sais pas si les gens connaissent la corridor, c'est les Olympiques de 76. Il y a 100 projets d'artistes sont soumis pour décorer la rue Sherbrooke. Ils en choisissent 22. C'est tous des artistes, Pierre Ayotte, François Sullivan, tu sais, Raymond April. Puis, mais le maire aime pas ça parce qu'il y a un petit côté critique social dans l'art. Fait que quelques jours avant les Olympiques, il décide de tout raser les installations des artistes sans avertir les artistes. Fait que ça, c'est le plus gros cas de censure artistique au Canada. Puis c'est le maire Jean Drapeau qui l'a fait. Puis après ça, les artistes l'ont poursuivi pendant 10 ans. Puis ils ont gagné, mais ils ont eu des pinottes. Ils ont remboursé leurs frais d'avocat. Fait que je trouvais que c'est une histoire intéressante. C'est opposer deux gens qui parlent des arts, des artistes, leur passion, qui veulent partager quelque chose. Puis le maire Drapeau, que lui, ben c'est une autre vision complètement. Puis tu sais, des fois, pas tellement éduqué par rapport à l'art, fait que j'aimais ça, tu sais, je retrouve les Québécois dans une polarisation vis-à-vis de l'art, fait que pourquoi pas fait que ça m'interpelle. Mais je sais pas, c'est mon éditeur a dit, moi, je fais tout le temps des histoires sur des artistes, tu sais, parce que René Lévesque, pour moi, il est un petit peu artiste aussi. Oui, on le découvre en lisant la bande dessinée. Fait que c'est, en tout cas, fait que c'est ça, puis d'autres projets, ben j'en ai un plus proche de moi, que je travaille depuis la COVID, qui va mélanger photoroman avec bande dessinée. Fait que c'est plus des affaires le fun, là, je me fais du plaisir, parce que je parle pas de... Il y a un côté historique, le fun, parce que j'aime tout le temps ça, regarder en arrière, mais des fois, j'aime ça avoir du plaisir, puis des défis plus autrement, tu sais, par rapport à l'écriture, là. Fait que c'est des affaires, en fin de compte, qui résonnent profond en toi, puis tu as envie de le faire, tu sais. Fait vraiment, parce que tu te lances dans des années de travail, fait que si tu peux pas prendre quelque chose que tu n'auras pas envie de faire, tu vas être juste malheureux puis misérable. Non, puis ça va se sentir aussi, ça va se sentir dans l'objet que la passion était peut-être pas au rendez-vous pour la création. Oui, puis rendu que je suis, j'ai tout le temps fait ça sans avoir le besoin d'avoir de l'argent, tu sais. Fait que je suis quand même autonome dans mes choix artistiques. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Je fais pas ça pour l'argent parce que j'ai jamais fait d'argent avec la bande dessinée. De toute façon, c'est ça. Ça serait un mauvais choix. Ouais. Ben à part Lévesque, là, c'est genre, je vais faire un peu d'argent, c'est bizarre, mais c'est comme ça, tu sais. Fait qu'on fait toutes des affaires parallèles, tu sais, enseigner, tout ça, là. Fait que ça permet. Mais la BD m'a amené plein d'autres choses qui n'est pas l'argent, des opportunités, le fun, tu sais. Fait qu'il faut rester fidèle à ses passions, tu sais. C'est ça, comme Joseph Campbell, il disait, poursuivre ce qui nous exalte. C'est bien dit. Christian, toi, comment tu fais le choix de tes projets? Tantôt, tu disais que tu fais plus de scénarisation, mais... Il y en a 5 là, qui travaillent dessus en même temps. Oui! En fait, j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent, mais j'en ai en art contemporain, puis j'en ai aussi en théâtre. Je travaille beaucoup avec des artistes de d'autres disciplines. Je pense que au-delà de la passion, c'est la curiosité, c'est le plaisir de découvrir, puis d'aller plus loin, de se pousser plus loin. C'est pour ça que j'aurais de la misère à faire une série. J'admire beaucoup les auteurs qui font des séries, parce que j'aurais de la misère, moi, à me renouveler là-dedans. Puis j'essaie de toujours me renouveler à chaque projet. Puis de plus en plus, là, ce qui est vraiment le fun, c'est que j'initie plus vraiment de projets. C'est des gens qui viennent me voir. Puis je pense que là où je trouve mon plaisir, justement, ma passion, bien, je trouve un angle pour aborder ce projet-là. Puis là, ça devient un sujet de passion, puis je me l'approprie totalement. Le Mégantic, j'ai vraiment été à fond là-dedans. Puis le suicide aussi, Dédé, bon, c'est la même chose. Dédé, c'est pas moi qui l'ai initié, même si c'est moi qui le scénarise. En fait, ça devait être Jim Corcoran qui devait le scénariser. Puis Jim était occupé à produire le... Fait que finalement, tu vas scénariser. Tu disais tantôt que tu n'allais plus en faire. Oui, mais... c'est ça, mais je vais le faire. Ouais, c'est ça.
Il suffit de dire quelque chose, puis après ça, on a le contraire. Mais tu vois, puis là, j'ai un projet, le prochain projet avec Éco-Société, ça va être scénarisé par quelqu'un d'autre, puis c'est à partir d'un podcast. Donc, puis ça traite de l'abbé James, puis on rejoint en même temps René Lévesque, parce qu'il est question de Robert Bourassa beaucoup là-dedans, que j'ai beaucoup dessiné, moi, dans René Lévesque. Donc, je reviens beaucoup avec ces sujets-là. C'est drôle parce que les esthétiques se croisent, puis ils reviennent, parce que je travaille beaucoup l'histoire du Québec. Donc, c'est des choses qui s'entrecroisent beaucoup dans mon travail. Je pense aussi que tu as un projet chez Alto, ça se peut-tu? J'ai un projet qui sort, lui, j'envoie dans 2 semaines chez l'imprimeur. J'ai hâte. Ça fait quand même 3 ans et demi de travail que j'ai passé là-dessus. Puis c'est sur Howard Phillips Lovecraft, qui est venu au Québec en 1930. Puis qui a écrit un récit sur la ville de Québec, puis sur l'histoire de la Nouvelle-France puis du Québec. Puis moi, ce que je fais, c'est que je prends tout son côté fantastique, toute son œuvre, en fait, puis je la mets dans l'histoire du Québec. Puis c'est un album d'à peu près 180 planches, là. C'est une grosse... c'est un gros livre, ça, qui s'en vient. Fait qu'après lui, tu vois, là, je vais avoir... dans la prochaine année, en tout cas, j'en ai plusieurs qui vont sortir. Mégantic va sortir en anglais au mois d'octobre. Après ça, au mois d'avril, on lance Advocatus Diaboli chez Moelle Graphique, mais aussi Soaring Penguin Press qui va sortir en anglais. C'est sur le linceul de Turin. Donc, un autre sujet historique, mais là, c'est pas du tout québécois. Puis après ça va être Dédé, là, enfin. Alléluia. Quand même, beaucoup de projets. Emmanuel, toi, comment se fait le choix des projets sur lesquels tu vas te pencher? Tantôt, tu parlais d'aide médicale à mourir. Ouais, moi aussi, je reçois... moi, je travaille beaucoup dans le monde autochtone, fait que je reçois... C'est beaucoup des projets courts. On développe des outils, finalement, ensemble. C'est beaucoup dans la co-création. Là, on vient de sortir, comme je disais, Odibi, Voyage dans l'histoire, qui est une BD jeunesse, là, qui est vraiment basée sur une recherche collaborative. Mais là, ce que je vais commencer à travailler à partir de septembre, c'est finalement, tu sais, quand ce projet-là, quand il a dû s'arrêter, de plus en plus, ce qu'on ouvrait, c'est que, en fait, on examine les relations autochtones, non autochtones, donc les groupes humains du territoire. Mais là, moi, je voulais ouvrir, parce que je suis tellement préoccupée par je pense qu'on l'est tous, là, par l'effondrement des écosystèmes. Là, en ce moment, j'ai comme la misère à voir sur quoi d'autre je pourrais travailler personnellement. Puis je sais qu'une BD ne change pas le monde, mais c'est là-dessus que je veux travailler, sur la relation. Donc encore un peu le même principe, en mobilisant personnes autochtones et non autochtones des savoirs, mais en ouvrant aussi la discussion plus large. J'ai aussi un assez grand réseau autochtone d'ailleurs, puis je voudrais qu'on discute sur la relation entre humains et non-humains, puis sur les savoirs, sur toute cette question-là, parce que je me dis, ça c'est une des façons, je pense qu'il faut y travailler de 1001 façons, mais de faire réfléchir à ça, parce qu'au-delà des prescriptions puis des indications de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on pourra plus faire, si on réfléchit même à notre connexion, puis on réussit peut-être par plein de façons à reconnecter un petit peu, peut-être qu'en prendre soin va devenir, tu sais, c'est prouvé même au niveau de la ville, des quartiers, puis tout ça, quand les gens s'identifient, ils ont envie d'en prendre soin d'une façon différente. Puis je me dis, là, il faut vraiment y réfléchir de toutes les façons, et qu'on réussisse ou pas, qu'on ait le temps ou pas. C'est quelque chose, en tout cas pour moi, même pour moi, qui était essentiel. Puis dans la bande dessinée, il y a quelqu'un qui est un des participants qui disait, tu sais, c'est pas parce qu'on a un rapport au territoire qu'on est autochtone, mais il faut reconnaître que les Québécois ont aussi un rapport au territoire, puis je pense qu'on en avait beaucoup parlé, puis que qu'est-ce qu'on est, c'est développé dans ce territoire-là. Puis moi, je lisais ça, puis je me disais, ah ouais, c'est quoi mon rapport au territoire ici, puis aux non-humains d'ici? Tu sais, moi, j'ai grandi en banlieue. Ailleurs, dans le monde, il y a beaucoup d'endroits que j'ai l'impression d'avoir un rapport, mais ici... Donc, on dirait que j'ai besoin un peu de me guérir moi-même par rapport à ça, tu sais, d'aller reconnecter quelque chose. Puis je me dis, tant qu'à faire, ça peut servir à d'autres. Je reçois tellement de courriels, de lettres de gens qui me disent que ça leur fait du bien de lire ça parce que ça leur a fait revisiter leurs propres trucs, puis ça leur donnait envie. Fait que je me dis, essayons encore de faire ça, mais sur un autre sujet qui me préoccupe. Penses-tu que ça a ouvert les consciences, ton livre? Que quoi? Ça a ouvert les consciences des gens, justement, sur notre relation. Je pense que l'actualité est pour beaucoup aussi. Là, ça y a comme sorti à un moment où, tu sais, avec les enfants, avec Joyce, fait que c'est comme un bon moment, mais en tout cas, à ce que j'entends, oui. Puis, tu sais, c'est intéressant, le livre est utilisé dans des écoles secondaires, dans des cégeps, dans des universités, fait que ça donne que je vais souvent, je reçois beaucoup de feedback.
sais, l'idée de ce livre-là, c'était pas de créer une œuvre d'art, là, c'était vraiment ça, en fait. C'était un peu d'aider à faire du ménage à l'intérieur de soi-même, puis donner envie d'aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'il y a une médiagraphie à la fin qui réfère vers des œuvres créées par des personnes autochtones ou en collaboration avec. Fait que c'est un petit peu, oui, j'espère encore, tu sais, quand je parle d'ouvrir une petite lampe de chevet, après ça, c'est pas à moi de... Moi, en fait, quand je travaille comme enseignante ou comme chargée de cours, oui, là, je suis là dans la posture que je peux raconter, puis j'utilise beaucoup des œuvres pour mettre la voix des perspectives autochtones racontées par eux. Mais dans cette BD-là, c'est pas ça du tout le but, c'est de réfléchissons à la relation. Donc, à notre bout de l'histoire. Là, on creusait à notre bout de l'histoire. De la même façon que je pense qu'on doit faire en ce moment par rapport aux écosystèmes, aux non-humains, puis à la suite des choses. Est-ce que tu sais à peu près quand on pourra lire cette prochaine bande dessinée-là? Tu sais pas? Je sais pas. Faut que tu aies le temps de t'y pencher. En fait, dans le cadre d'un post-doctorat, fait que le post-doctorat commence là. Mais encore là, sait-on comment ça va finir? Tu sais, le point de départ, tu sais, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé par rapport au projet de Barbe. Peut-être que ça sera même plus une bande dessinée. Peut-être que j'aurai même pas le temps de le terminer. C'est comme un processus. Je pense que aussi dans la recherche-création, le processus est presque aussi important que le produit final, tu sais. Fait que j'espère que ça finira par être quelque chose, mais sinon pire, j'aurais beaucoup appris, puis mais pas cette année, ça c'est certain. Ça sera pas fini cette année. Et tantôt, Marc, tu disais que René Lévesque, tu penses pouvoir faire un peu de ça avec ça. As-tu été dépassé du succès? Parce que nous, on a fait une entrevue ensemble au mois de décembre. La BD venait de sortir et il y avait une foule monstre de gens qui voulaient la bande dessinée. Les gens partaient avec des piles pour offrir en cadeau de Noël. As-tu été dépassé par le succès de cette bande dessinée-là? OK, mon éditeur, lui, il avait confiance, il savait que ça allait marcher. Puis c'est dur à dire parce que quand tu es habitué de travailler dans l'ombre, puis faire des petits projets, puis ça, tu sais, il y a certaines gens qui remarquent, mais ça va pas plus loin. Fait que c'est drôle d'avoir un succès populaire. Mais ce que j'aime, c'est que les gens m'en parlent tout le temps, puis ils disent, j'ai acheté ça, j'ai donné ça en cadeau, j'ai appris plein d'affaires, ça me fait penser à des choses, puis c'est un petit peu pour ça. Parce que moi, je l'ai fait, en partant, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que j'aime pas les politiciens en ce moment? C'est quoi qui fait que l'évêque, on l'aime encore? Puis qu'est-ce qui était différent? Fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi aussi, il y a un petit message de regarder, c'est des gens comme ça qu'il faut, parce qu'ils ont ces valeurs-là, tu sais. Fait que c'est important que je montre ça. Puis ça a résonné beaucoup les gens. On dirait que les gens, ils s'ennuient de cet aspect-là, de quelqu'un qui il va en avant pour faire des changements sociaux, pour aider tout le monde, pas juste pour, tu sais, en tout cas, tu sais, on parlera pas de politique non plus. Mais tu sais, Non, puis ce qui était surprenant, c'était de voir la quantité aussi de jeunes. Il y avait des adolescents, des jeunes adultes qui ne l'avaient pas connu, mais qui étaient intéressés. Bien, c'est toute l'histoire du Québec aussi, parce que toutes des affaires, les gens disent comme l'élection de 1960, quand ils envoyaient des goons armés avec des revolvers dans les bureaux de vote. Ils en ont arrêté 50 le jour du vote. Puis ils arrivaient là, ils enfermaient les gens du bureau de vote, ils mettaient des faux, tu sais. Puis, tu sais, c'est des pratiques fous, là. Comme on n'est pas dans un pays, tu sais, avec un dictateur, là, ça se passait au Québec. Fait qu'il y a bien des affaires, des fois, qu'il faut regarder en arrière et dire, ouais, s'il y a eu de la corruption à cette époque-là, il y en a ça encore aujourd'hui, puis probablement que oui, tu sais. Fait que pour moi, c'est un miroir pour regarder le présent. Fait que c'est intéressant, puis c'est ça, je disais, bon, tu sais, je dirais pas aux gens qui votaient, mais il y en a que je voterai jamais, tu sais. Et dans ton cas, oui, vas-y. Mais je trouvais intéressant, c'est que le Parti québécois a rentré, puis c'est comme une jeunesse a donné la chance. Puis leurs 4 premières années, ils ont fait beaucoup de changements, même si Trudeau a mis plein d'obstacles. Il a coupé les subventions, il a mis ça dur pour le Parti québécois. Fait que des fois, je trouve donner la chance à des gens qui ont envie de faire des changements, ça vaut la peine. C'est plutôt que ceux qui sont là depuis longtemps, puis c'est une carrière professionnelle, là. Fait que c'est mon message plus... That's it. Merci. Et Christian, dans ton cas, toi, avec Mégantic, Un train dans la nuit, ça a été un succès autant du public, mais aussi de la critique. Là. Tantôt, je le disais, plusieurs prix pour cette bande dessinée-là. As-tu été surpris du succès? La preuve, c'est qu'il va sortir, tu le dis en anglais bientôt, c'est qu'il y a un intérêt encore, là. C'est extrêmement étonnant. On savait qu'on tenait quand même un sujet assez chaud par rapport à ça. Comme René Lévesque aussi, là, les gens, on savait qu'il y avait un intérêt là, qui s'en venait. Mais à ce point-là, en fait, ce qui m'a étonné, moi, c'est l'intérêt en France pour ça. Parce qu'il a vraiment bien fonctionné en France. Bon, c'est sûr que l'Écofauve Angoulême, ça l'a beaucoup aidé.
Mais, tu sais, le Figaro a quand même fait une chronique sur Mégantic. Moi, c'était inespéré. Puis les libraires avec qui on a fait affaire, parce qu'il y avait une mini-tournée là-bas de Mégantic chez les libraires, ils ont aussi beaucoup aimé. En fait, c'est à la fois, c'est le type de bande dessinée documentaire. On m'a dit aussi le type de dessin, la façon que c'était fait, la retenue. Il y a eu beaucoup d'éléments comme ça. Puis le fait que c'est un sujet si québécois, on a tendance à penser que le Québec peut pas intéresser à l'extérieur, mais c'est pas vrai. Ça intéresse beaucoup de gens. Je veux dire, René Lévesque au stand d'Angoulême, on les a tout vendus, là. Je veux dire, ça a vraiment bien pris. Les gens s'intéressent au Québec. C'est ça qu'on oublie parfois. Puis c'est le fun de pouvoir raconter notre histoire de la façon qu'on la voit, et non pas comme quand j'étais jeune, on lisait des albums européens sur des stéréotypes des Québécois ou des Autochtones. Ou, tu sais, c'est vraiment trippant, ça, parce que ça change, ça tend à changer, puis je trouve que la bande dessinée participe à ça. C'est un bon médium, oui, justement, pour aborder plein de thématiques, plein de sujets historiques. Et moi, je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui ont des questions pour vous dans la salle, parce qu'il reste quelques minutes à notre entretien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Ah oui? Est-ce que vous voulez venir reprendre le micro? Attendez, je vais vous l'amener. Bien, il n'y en a pas un sur la chaise, juste ça? Ah. Oui, c'est ça, mais je vais y amener. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Moi, j'avais une question, ça peut être un peu pour vous trois. C'est, vous travaillez sur des sujets qui sont quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont quand même émotionnellement impliquants. Vous travaillez sur ces sujets-là aussi pendant de longs moments, des années, etc. Comment est-ce que vous faites pour pas que ça vous implique de manière, on va dire, néfaste à long terme? Perdre le recul sur le matériel. Ouais, c'est ça. Je te dirais, c'est le professionnalisme. C'est l'expérience aussi. Là, moi, ça fait 14 ans que j'enseigne la scénarisation en bande dessinée. Fait qu'à un moment donné, à force de lire des scénarios, tu le sais. Là, puis c'est le métier aussi, là, parce que se perdre là-dedans, c'est perdre le recul. Fait que, puis moi, dans mon cas, travailler avec plein d'artistes, les artistes te donnent un recul aussi. T'sais, ils sont là, puis ils disent « peut-être changer ça, travailler ça ». Fait que c'est la collaboration, fait que ça permet tout le temps de garder ça vivant. Fait qu'il n'y a pas... Puis, habituellement, l'éditeur est là aussi pour apporter un autre recul. Il lit l'affaire, puis il valide, ou il dit, ça, peut-être c'est trop. Comme moi, il dit, un moment donné, Robert Bourassa, t'en dis bien des affaires négatives sur lui. Bon, mais c'est tout vrai, mais tu sais, fait qu'il m'en a fait enlever un petit peu. Mais est-ce que vous voulez dire au niveau, par exemple, d'intégrer cette charge émotionnelle-là, puis parce que moi, c'est assez, tu sais, je travaille depuis plus de 10 ans avec les Premières Nations, mais c'est toujours des initiatives assez lumineuses, là. Tu sais, quand je travaille avec le Cégep Kiuna, c'est beau ce qui se passe. Tu sais, j'ai travaillé un peu sur les pensionnats autochtones, il y a des bouts moins faciles, là, mais en général, c'est très encourageant. Puis de toute façon, je travaille là-dedans, tu sais, fait que, en fait, je dirais que c'est plutôt le contraire, là, à quel point ça m'a fait du bien, puis ça m'a libéré de plein de choses. Et je pense qu'effectivement, la question de la co-création ou bien de travailler en collaboration, c'est... Moi, en fait... pardon, Alice. Mais ça nourrit beaucoup, parce que je t'écoutais. Puis quand tu fais ça, tu retires beaucoup de choses, tu retires beaucoup d'énergie, des choses positives. Fait que c'est ça qui t'aide à continuer, puis ça te garde un espèce de recul, parce que il faut avoir... Ça, c'est le fun, tu sais. La création à ce niveau-là, c'est stimulant. Et moi, je serais curieuse, Christian, toi, par rapport au sujet, c'est des sujets qui sont lourds. Tu sais, pas arriver à te laisser imprégner, parce que tu parlais justement de suicide tantôt, là, tous les images du coroner qu'on t'a données, à un moment donné, ça finit par peser. Des Fortins, c'est pas joyeux non plus, là. En fait, tu vois, c'est ça. Vous avez détruit la beauté du monde. C'est le projet, je pense que c'est un des projets le plus... tripant sur lesquels j'ai travaillé. Ouais. Parce que puis ça c'est curieux, l'humain est fort, parce que mon père, son meilleur ami s'est suicidé, puis j'ai demandé à mon père comment il avait fait parce que c'est mon père qui a nettoyé la scène. J'ai suicidé à l'arme à feu. Puis mon père a nettoyé la scène, et j'ai dit comment t'as fait, parce qu'il l'a nettoyé avec le beau-frère du suicide en question, puis on s'est compté des jokes tout le long. C'est l'humour, en fait. Puis l'équipe de travail autour de Vous avez détruit la beauté du monde, on était dans un vignoble, parce qu'un des spécialistes qui est un vignoble, on était en train de prendre un verre de vin sur une terrasse au milieu du vignoble. C'était magnifique, c'était beau. Puis là, il parlait de toutes sortes de détails. C'était comme... Il y a une question d'équilibre, je pense, qu'il faut atteindre. Puis, des fois, il faut se dégager de ça. Quand je faisais défiler le rapport du coroner avec les photos, quand je voyais qu'il y a une photo qui apparaissait, je mettais ma main devant, puis là, je le découvrais un petit peu, la photo,
petit peu par petit peu pour pouvoir le gérer. Puis j'ai pas tout regardé d'un coup. Puis c'est drôle, hein, aujourd'hui, ce PDF-là, il est encore sur mon ordinateur, puis je suis incapable de l'effacer. C'est comme si je faisais disparaître ces gens-là. Il y a un attachement pareil à ça. Puis les gens de Mégantic, bon, il y a des relations humaines. Derrière chaque livre, il y a des personnes avec qui j'ai tissé des liens. Puis moi, ça, je trouve ça merveilleux. Tantôt, il faut que je vous conte ça. Tantôt, vous avez détruit la beauté du monde. Ça vient d'une phrase d'Huguette Gaulin, une poétesse en 1972 qui s'est immolée par le feu sur la plage Jacques-Cartier. Puis il y a quelqu'un qui est passé au stand de Moelle Graphique qui a dit « Ah, c'est ma mère! » Donc, j'ai rencontré son fils. Fait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent à Québec BD. Il y a deux femmes qui sont venues me voir avec « Vous avez détruit la beauté du monde », qui m'ont raconté leur tentative de suicide, qui se sont ouvertes, qui ont dit « On a réussi ». Tantôt, il y a un jeune homme qui est venu me voir aussi. Fait que la lumière elle est là partout. Puis quand on sait qu'on fait œuvre utile à partir de comiques, de bonhommes, entre guillemets, à l'époque, ils appelaient ça comme ça. Albert Chartier, avec qui j'ai eu le bonheur de passer une journée, quand j'étais jeune, il me dit « Moi, je fais des comiques. » Moi, ça m'est tout le temps resté. Il ne faut jamais se prendre au sérieux, mais on peut aborder des sujets avec la bande dessinée qui font évoluer des choses qui, modestement, qui peuvent contribuer, en fait, à la société. Puis je trouve que la bande dessinée est rendue là. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Elle a beaucoup changé au fil des ans pour notre plus grand bonheur. C'est drôle de juste faire un parallèle, puisque tu parles de la couverture. La seule, dans cette BD-là, la seule photo que j'ai utilisée, qu'on ne savait pas qui c'était cette famille-là. Tu sais, c'est, en fait, je ne sais pas si tu connaissais Arthur Lamotte, mais en tout cas, c'est la veuve d'Arthur Lamotte qui m'a dit « J'ai une photo exclusive, je pensais de Nascapi en 1950 dans le Nord, puis ça, puis j'ai changé, tu sais, autant que je pouvais pour qu'au cas où, un jour, tu sais, pour pas que personne se sente, tu sais, qu'ils reconnaissent, puis tout ça. » Puis un jour, il y a un avocat Innu qui m'écrit, qui me dit même chose, qui me dit « c'est ma famille, c'est mon grand-père ». Puis là, il était capable de me nommer, puis parce que la photo existait en fait en 2 exemplaires, et la photographe qui l'avait donnée à Arthur Lamotte avait aussi donné à la famille Innu sur le bord de En fait, la famille revenait à leur campement. Fait qu'il avait donné aussi la photo, fait il reconnaissait pas les visages, parce que je les avais changés, mais il reconnaissait les habits, puis la façon que les gens étaient placés, même s'il manque des personnages là-dessus. Fait que j'avais trouvé ça quand même assez... Puis on a ajouté dans la 2e réimpression la note de qui est cette famille, la famille McKenzie, puis en expliquant d'où elle vient, puis tout ça, mais j'avais trouvé ça quand même fou, tu sais, de reconnaître, tu sais, une famille, tu sais, d'il y a... 80, je me rappelle plus exactement. On ne sait même pas quelle année, mais tu sais, c'est drôle, c'est comme la même histoire de se reconnaître sur un cover de bande dessinée. Tu sais. Wow! D'autres questions pour nos invités? Non? Bien, il nous reste quelques minutes. Je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Bien là, tu l'as dit tantôt, plusieurs projets, mais... En fait, celui qui s'en vient le reproché, c'est Alto? Oui, c'est La Cité oblique qui va être publiée chez Alto, qui est quand même un gros livre, là, comme je disais tantôt, 180 planches en couleur. Il y a une expo aussi qui vient avec ça, puis La Barberie à Québec, un brasseur de bière, vont faire une bière exprès pour le projet aussi. Fait que c'est trippant, toutes ces choses-là qui s'en viennent avec le projet. Wow! Marc, dans ton cas à toi, mais pour l'instant, je pense que rien à court terme, mais quand même vacances, oui, c'est ça, quand même 2 bandes dessinées dans la même année, là, celui sur Dallaire et celui sur René Lévesque dans la même année. Ouais, mais c'était pas prévu, ça. Fait que c'est un mois de différence, ça fait beaucoup de travail, là. Fait que j'ai hâte de me reposer. Mais ça, après, ça va être mon projet sur Corridor qu'on commence à l'automne, là. Est-ce que tu as une idée à peu près quand ça pourrait sortir? Ouf, là, ce n'est pas de deadline, parce que hein? Quand tu es scénariste, c'est pas la même chose. C'est la personne qui dessine, ben, faut qu'elle prenne son temps, puis fait que là, t'as pas de contrôle là-dessus nécessairement. Fait que j'imagine dans 4 ans, là. OK. Ben nous, en fait, c'est pas en bande dessinée, mais mardi, on lance un projet qui est vraiment en lien avec ça, qui est vraiment, c'est comme un portail auto-éducatif. Tu sais, c'est un peu la même idée à partir des 150 capsules de 3 secondes vidéo. En fait, 30 secondes à 3 minutes que tu peux mettre en relation avec des ressources externes, puis que tu peux comme créer ton propre film, puis en tout cas, puis qui touche les diversités ethnoculturelles, les peuples autochtones, diversité de genre, diversité sexuelle, puis d'autres petites fenêtres expérientielles qui peuvent être explorées par la suite. Donc, ça va être en ligne. Puis ça, c'est vraiment un gros projet sur lequel on travaille depuis presque 3 ans. En ligne où, pour les gens qui seraient curieux? En fait, www. Non, c'est sur le site du Collège Antique. Ah, OK. Ça s'appelle Portail EDI, mais
on est vraiment fiers. On a fait développer, tu sais, ça n'existe pas comme plateforme, là. C'est vraiment interactif. On a fait des tournages. On a vraiment travaillé fort. Puis c'est encore une co-création. Puis, tu sais, pour outiller les enseignants, finalement, à intégrer ces perspectives-là, mais également pour que les gens puissent se promener un petit peu. Mais c'est tellement dans le même... C'est pas de la BD, mais c'est tellement dans le même... dans la même perspective, dans le même esprit que... En tout cas, j'ai très, très hâte, ouais. Ah, bien merci. Merci à vous d'avoir été là. Alors, j'invite les gens à se procurer vos livres. Alors, Emmanuel, c'est le Québec qui est né dans mon pays, publié chez Éco-Société. Peut-être juste Odibi aussi, qui est publié par Anna Norak, qui est la maison d'édition de Wendake, donc Wendat. Celui de Christian Kennel, ben en fait, il y en a plusieurs, là, mais Mégantic, Un train dans la nuit avec Anne-Marie Saint-Cerny, publié chez Éco-Société également, et celui de Marc Tessier, publié chez Moelle Graphique René Lévesque, et celui de Dallaire est aussi publié, je crois. La pastèque. La pastèque, La pastèque. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous Amélie. d'avoir été là.